déterminer les responsabilités. Non mais c'est intéressant, on est dans le sujet là. Sa stratégie, que la justice reconnaisse le givrage des sondes Pitot comme une défaillance technique et surtout comme la cause principale de l'accident. Tout à fait. Est-ce qu'on a mis entre les mains des pilotes des machines qui étaient fiables? Enfin, si ces sondes Pitot n'avaient pas givré, si on ne savait pas donner des fausses indications de vitesse, on n'en serait pas là. À l'automne dernier, au palais de justice de Paris, la juge chargée de l'enquête reçoit les familles des victimes. Le pilote d'Air France et l'avocate entendent bien questionner la juge sur l'implication des sondes Pitot et donc d'Airbus dans le crash. Mais 3 heures plus tard, déception. La juge vient d'annoncer que le gel des sondes Pitot n'est pas la cause de l'accident. Rapport d'experts à l'appui. D'abord, on est très surpris, mécontent et fâché de ce qu'il n'y aura plus rien sur les sondes Pitot et il n'y aura pas d'autres analyses, a priori, contrairement à ce que nous avons tous demandé sur les sondes Pitot. Moi j'ai le sentiment désagréable que dès qu'on vient sur ce terrain, dès qu'on vient sur le terrain du fonctionnement de la machine, on a une rétraction collective de tous. Gérard Arnoux fait référence aussi à l'Agence européenne de sécurité aérienne, qui refuse de répondre aux questions de la justice française. L'avocat du SNPL, le principal syndicat de pilotes de ligne français, souhaiterait lui aussi interroger l'agence sur les sondes Pitot. C'est extraordinaire comment un organisme qui a une responsabilité première à ce niveau-là refuse de répondre à des questions simples. Qu'est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait que les Pitot givraient? Comment le savait-il? Depuis quand? Est-ce qu'ils ont préconisé des mesures? Est-ce qu'ils ont eu des échanges avec le constructeur? Des questions qui sont des questions, évidemment, qu'on se pose dans une circonstance pareille et pour lesquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Nous partons donc pour l'Allemagne afin de rencontrer un représentant de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Nous souhaitons, nous aussi, connaître la position de la plus haute autorité aéronautique européenne sur cette question des Pitot et de leur implication dans l'accident. Nous voici à Cologne, au siège de l'EASA. En tant qu'institution européenne, l'agence estime ne pas avoir à répondre à la justice française. Mais un dirigeant accepte de nous donner la position de l'agence sur la mise en cause des sondes Pitot. C'est une panne dans notre jargon, qui est une panne de niveau 2 sur une échelle de 4, 1 étant une panne tout à fait mineure et 4 une panne à conséquences presque dramatiques. Donc ça veut dire que le givrage des sondes Pitot n'est pas une cause de l'accident de la F447? Je veux dire que les Pitot en tant que cause de l'accident n'a jamais été pour nous une cause clairement identifiée de l'accident. C'est pour ça que nous attendions effectivement plus d'informations. Lors de cet accident, oui, les Pitot ont givré, mais ils ont ensuite dégivré. Après, ce qui s'est passé dans le poste de pilotage est quelque chose que nous, à l'heure actuelle, sur lequel je ne peux pas me prononcer. C'est franchement, nous ne sommes pas enquêteurs, une fois de plus. Il y a un certain nombre de conditions, effectivement, que seuls les enquêteurs du BA peuvent analyser. Le givrage des sondes Pitot ne serait pas la cause du crash. C'est donc dans le cockpit, avec les pilotes, qu'il faut chercher. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. Quand les pilotes perdent leurs indications de vitesse, le plus jeune a ce réflexe. Il tire sur le manche et fait monter l'avion. C'est ce que l'on appelle un ordre à cabrer. Et pour Airbus, ce geste est incompréhensible. Le genre de situation qui a été rencontrée est une situation qui n'a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, quand vous perdez les indications de vitesse, je crois que c'est en croisière, c'est la procédure la plus simple à appliquer. Il faut faire rien. Et il va continuer à voler comme ça pendant encore très longtemps. Un geste incompréhensible, surtout au-dessus de 10 000 mètres. À cette altitude, l'avion flirte avec le coffin corner. En français, le coin du cercueil. C'est le sommet de ce cône qui symbolise l'enveloppe dans laquelle l'avion peut voler. Sous l'effet du manche tiré en arrière, l'Airbus A330 se cabre et finalement va sortir du cône. À cet instant, les filets d'air cessent de porter l'appareil et il tombe, il décroche. Comment expliquer le geste du copilote qui a tiré sur le manche?
Pour répondre à cette question, nous avons donné rendez-vous à un passionné d'aviation. Nous le retrouvons à l'aérodrome de Dreux, à 80 km de Paris. Il s'appelle Jean-Pierre Otelli, il est pilote et aussi instructeur. Vous en êtes à combien d'heures de vol? J'approche les 15 000 là, 14 800, juste comme ça. Jean-Pierre Otelli a accepté de nous montrer ce que tous les pilotes du monde apprennent dès leur première leçon de pilotage. Et Papa Alpha, on roule derrière. Jean-Pierre Otelli va donc tirer sur le manche pour faire décrocher son avion et ensuite rattraper ce décrochage. Nous sommes en vol de croisière, j'exerce une traction sur le manche brutale, très brutale. L'avion se cabre